séminaire au cours de ces 4 prochains jours. J'ai aussi le privilège d'être commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal depuis 2008 et pour partager une page intime avec les gens de ma commission, nous sommes en fin de rédaction de rapports de consultation. Alors, si vous dire qu'à l'Office de consultation publique, 6 jours-ci, nous n'avons aucun problème de loisirs. Alors, 4 jours de conférences qui vont se dérouler à la vitesse de la lumière, je le pressens. Tant le programme est copieux, vous l'aurez remarqué, et alléchant. Et sans doute que nos réflexions vont être bien soutenues et vibrantes. Enfin, je me fie à vous et à ce qu'on m'a dit de certaines conférences précédentes. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce vaste complexe qu'on appelle le Cœur des sciences de l'Université du Québec à Montréal. Et aujourd'hui, nous allons concentrer nos activités dans cette section. C'est ici que nous allons luncher, que nous allons prendre des cafés et vivre les différents ateliers. Demain, nous aurons des locaux additionnels dans ce qu'on appelle l'édifice Sherbrooke, qui est ce bel immeuble par lequel vous êtes entrés ce matin. Et je veux tout de suite vous dire bienvenue à Montréal. Pour ceux et celles d'entre vous qui viennent de l'étranger, je vais vous faire une autre confidence. Vous savez, Montréal n'est pas toujours et tout le temps une ville qui nous pâme par sa beauté, mais je l'aime d'amour inconditionnellement. Cela dit, vous allez voir, c'est une ville qui fait pousser des nids de poules, qui décore sa chaussée de cône orange, c'est très décoratif, mais vous allez voir comme c'est une ville aimable. C'est une ville facile à aimer. Et je pense que la raison principale, c'est la qualité de ses habitants qui viennent des 4 coins du monde, comme vous allez le constater. Et on vous l'a sans doute dit, Montréal fête ses 375 ans cette année. On vous a sans doute pas dit que nous avons aussi une saison des pluies qui a commencé ce matin, mais ce sera de courte durée. Donc, merci de votre présence ici ce matin en grand nombre, alors que débute cette journée de séminaire sur les budgets participatifs. On me dit que pour l'ensemble de la conférence, nos participants viennent de 35 pays différents. C'est un grand plaisir de vous voir et de vous recevoir chez nous. On m'a dit que nous avions parmi nous des élus, des praticiens, des praticiennes, des activistes, des gens de la société civile, des chercheurs, des chercheurs, bref, tous des citoyens et des citoyennes d'abord et avant tout, qui sont désireux de voir la démocratie participative prendre du galon et être de plus en plus respectée. Je vous informe que nous sommes en direct sur Facebook et sur le site web de la conférence. Je vous invite d'ailleurs à partager votre expérience sur Twitter et Instagram. Et nous avons un mot-clic, donc hashtag OIDP 2017. Vous avez vu et vous vous êtes sans doute munis du petit bidule pour l'interprétation simultanée. Alors, si vous parlez français, vous syntonisez le poste 2. If you speak English, please set number 1. Si ustedes hablan español, diga número 3. Si vocês falam portugués, diga número 4. C'est à peu près le plus loin que mon portugais va. Donc, ce séminaire aujourd'hui sur les budgets participatifs, il vise quel objectif? Évidemment, stimuler l'échange des bonnes pratiques, le partage des expériences en matière de budget participatif et de techniques de mobilisation des citoyens autour de leurs budgets locaux ou régionaux. Mais aussi
Ce séminaire va servir à réfléchir aux besoins de formation des citoyens à la démocratie participative, si l'on souhaite que les processus soient crédibles et utiles. Nous aurons à réfléchir aussi à la manière de gérer les relations entre les citoyens et les représentants d'organisations, entre les électeurs, les élus, entre les décideurs et ceux qui n'ont pas cette position d'autorité. Nous allons discuter dans quelques ateliers de la manière de revamper l'animation des activités de participation citoyenne, tout comme nous allons nous attarder à la question du suivi des volontés exprimées lors de consultations citoyennes. Et ce n'est qu'un survol de ce qui se passera tout au long de ces 4 jours. Maintenant, pour prononcer le mot de bienvenue plus officiel, j'ai le grand plaisir de vous présenter Madame Dominique Olivier, qui est la présidente déléguée de l'Observatoire international de la démocratie participative et la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, l'organisme qui a organisé cette conférence. Je vous prie de l'accueillir chaleureusement, Madame Dominique Olivier. Alors, bonjour tout le monde. Ça nous fait grand plaisir de vous accueillir à Montréal. Je vais le dire en anglais. Malheureusement, moi, je me limite à 2 langues seulement et même pas comme Ariane. So, good morning, everybody. It's very nice to see you in Montreal. Voilà. Et on est très, très, très heureux de revoir des gens qu'on a vus à travers différentes autres activités de l'OIDP et des visages nouveaux. Ce matin, comme nous le disait Ariane, nous sommes sur la question des budgets participatifs pour voir qui est un peu, je dirais, la base ou l'élément phare d'où partent plusieurs techniques de participation citoyenne et de démocratie participative. On est heureux de vous avoir à Montréal, même si malheureusement la température ne contribue pas ce matin à notre grand bonheur, mais peut-être que ça va rendre moins difficile le fait d'avoir à être à l'intérieur quand on est dans cette merveilleuse ville. Alors, je garde les discours officiels pour plus tard. J'espère que vous vous joindrez tous à nous à l'Hôtel de Ville pour le petit cocktail d'ouverture officielle. Mais déjà ce matin, tous ceux qui sont ici, félicitations, et nous allons avoir de très, très bons travaux si je me fie à la qualité de tous les gens qui sont là. Je voudrais d'ailleurs saluer la présence, je ne peux pas m'en empêcher, de mon ami Callisto, qui était présent, debout, qui était le président de l'OIDP l'an dernier et qui nous a reçus à Matola. Alors tout le monde, on l'applaudit. C'est lui qui a initié les premières, puisqu'à Matola, c'était la première fois qu'on était en Afrique et maintenant, c'est la première fois qu'on est en Amérique du Nord. Alors, je vous souhaite à tous de très, très bons travaux. Merci. Merci, Madame Olivier. Alors, j'ai oublié de vous indiquer quelque chose que vous avez peut-être découvert par vous-même. Si vous voulez joindre le Wi-Fi ou le Wi-Fi, vous devez d'abord sélectionner « Visiteur UQAM », qui est au pluriel. Ensuite, bien sûr, vous allez avoir le nom d'utilisateur à entrer, Cœur des sciences au pluriel 1, et le mot de passe qui est, je crois, derrière vos cocardes. Donc, vous allez pouvoir l'entrer. Alors, notre conférencier d'ouverture, qui est bien connu à travers toute l'Afrique, M. Bachir Kanouté de l'OIDP Afrique, a été retenu quelques jours au Sénégal pour une question de visa. Nous l'attendons dans les prochaines 24 heures, ce qui a évidemment donné quelques sueurs froides à notre équipe d'organisation de congrès. Hein? C'est des petites choses qui arrivent. C'est donc avec énormément d'amabilité que Mme Anne Latendresse a accepté de remplacer M. Kanouté à pied levé ce matin et de lancer notre réflexion autour de ce séminaire sur les budgets participatifs qui prend son envol maintenant. Je la remercie déjà en votre nom et je vous la présente brièvement. Donc, Anne Latendresse,
qui porte un si joli nom, est professeure au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal depuis 2001. Elle est membre du Centre de recherche sur la ville, qui est associé au réseau Ville-Région-Monde. De 2009 à 2015, elle a été directrice du Centre d'études et de recherche sur le Brésil. Ses principaux travaux de recherche, ça ne vous étonnera pas, portent sur la contribution des mouvements urbains à la transformation des villes, la participation publique et la démocratie participative à l'échelle locale, de même que les rapports des femmes à la ville. Elle a participé à de nombreux sommets citoyens. Je vous prie de l'accueillir chaleureusement, Madame Anne Latendresse. Bonjour tout le monde. J'aimerais saluer Monsieur Fernando Sanchez, qui est dans la salle. Monsieur Sanchez? Oui, président actuel de l'OIDP. Madame Dominique Elvier, Madame Aymon, messieurs, mesdames, il me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce matin. C'est même un privilège pour moi que d'ouvrir cette séance de séminaire sur les budgets participatifs. Et comme vous le savez, le thème d'aujourd'hui est celui de la participation sans exclusion. Et je ne peux pas m'empêcher de faire remarquer qu'il est assez paradoxal que notre conférencier d'ouverture soit empêché, soit exclu de sa participation ici aujourd'hui pour des raisons de visa. L'année dernière, au mois d'août, Montréal a été l'hôte du Forum social mondial. J'imagine que certains d'entre vous y allez ou à tout le moins que vous connaissez ce grand rendez-vous des altermondialistes. J'étais près du comité organisateur et presque l'ensemble de la délégation africaine était absente, incluant Madame Aminata Traoré, qui est journaliste, conférencière, écrivaine, je dirais femme politique, qui s'est présentée à la présidence des Nations Unies, qui est venue à plusieurs reprises au Canada et à qui on a tardé pour des procédures administratives, tant tardé à lui accorder son visa qu'elle ne pouvait pas venir au Forum social mondial. Le Canada est un pays, disait-on ou dit-on, d'accueil, et je ne peux m'empêcher que de constater qu'il y a des politiques parfois qui sélectionnent les personnes à qui on donne ce droit d'entrée, et cette sélection a un rôle finalement qui a un effet, d'exclusion. Et donc, je trouve assez paradoxal que je me retrouve ici ce matin, alors que ça aurait dû être M. Bachir Kanouté qui aurait été ici. Donc, je tiens à mentionner cet aspect-là. Alors, vous savez, avant d'aborder directement la question des budgets participatifs, parce que c'est un peu ce qu'on m'a demandé, j'ai pensé qu'il était important de faire un petit rappel. La première expérience de budget participatif dans l'histoire connue est celle, bien sûr, qui a été menée par la municipalité de Porto Alegre de l'État de Rio Grande do Sul au Brésil. On parle de 1989, une période où le Brésil sortait d'une dictature, d'une période d'une vingtaine d'années de dictature militaire, et où le pays entrait dans une période de transition vers la démocratie. Et c'est ce contexte d'effervescence au Brésil qui a permis de mettre en place certaines des conditions nécessaires à cette première expérience de budget participatif, qui est devenu le modèle le plus connu au monde, le plus diffusé, mais aussi le modèle qui a été le plus étudié par des chercheurs qui ont fait différentes analyses comparatives. Et non seulement il a été le plus étudié, mais ce que les chercheurs qui ont fait des travaux d'analyse comparative constatent,
c'est que c'est l'expérience qui est allée le plus loin en matière d'élargissement et de consolidation de la démocratie. Le premier maire parlait d'ailleurs de démocratiser radicalement la démocratie en voulant élargir le débat, les délibérations autour des enjeux prioritaires de la municipalité. Et je dirais encore plus que d'autres expériences, celle qui a été menée à Porto Alegre a permis d'inclure, de donner la parole à des habitants, des habitantes de quartiers populaires, des favelas, qui étaient le plus souvent exclus des débats, des consultations qui pouvaient y avoir autour des politiques de développement urbain et des enjeux et des questions d'investissement dans la municipalité de Porto Alegre. Alors, si je reviens à cette période-là, c'est pour deux choses. Pour constater qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte fort différent. Nous sommes dans une période, alors vous savez que le Brésil est en crise, qu'à la suite de la destitution de la présidente, Madame Dilma Rousseff, le pays traverse une grave crise et le président actuel et son gouvernement ont décidé d'amender la constitution du pays pour imposer pendant 20 ans l'adoption de budgets d'austérité. Donc, le gouvernement actuel a bouclé les mains des futurs gouvernements pour les prochains 20 prochaines années. Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas que le Brésil qui est en crise. Vous avez suivi les événements récents en France, en Grande-Bretagne. On peut regarder juste au sud du Québec ou du Canada avec notre voisin qui traverse lui aussi une période trouble de son histoire, pour constater que cette crise, au fond, on pourrait dire que c'est une crise globale, une crise des crises, qui lie une crise économique et financière, qui revient de façon récurrente, une crise écologique, on ne peut pas s'empêcher de parler des changements climatiques et de la réduction de la biodiversité, une crise culturelle, montée de racisme qu'on connaît un peu partout, et bien sûr, j'ajouterai à ça une crise de la démocratie libérale telle qu'on l'a connue depuis de nombreuses années. Déjà en 1999, des chercheurs comme Philippa Norris montraient dans une étude de 22 pays qu'on constate une baisse de la participation qui est accordée dans des systèmes de démocratie représentative. Baisse de taux de participation aux élections, augmentation de taux d'abstention, une baisse de l'affiliation dans des partis politiques, une perte de confiance souvent des citoyens, des citoyennes en leurs élus et dans les institutions. Jacques Rancière, le philosophe français, parle, lui, non pas d'une crise, mais d'une confiscation de la démocratie par les élites. Et Colin Crouch, lui, un Anglais, nous dit « Nous sommes dans une ère de post-démocratie, où nos institutions politiques sont pénétrées, vous allez m'excuser, je vais utiliser un mot que tout le monde comprend, par les businessmen, et où, finalement, on est en train de vider de leur substance, de leur nature, nos institutions qui sont des espaces politiques. Nous sommes donc dans une période trouble de notre histoire où la corruption, la collusion entre nos élus et nos élites politiques et économiques n'est pas l'exclusivité du Brésil. Ici même au Québec, à la suite de la commission Charbonneau, nous avons eu 3 maires, dont le maire de Montréal, le maire de Laval, qui est une ville juste au nord de Montréal, et le maire qui était par intérim, ont été obligés de démissionner parce que nous avions des questions fort importantes quant à leur responsabilité à l'égard de corruption et de collusion.
Nous sommes donc dans cette période où il y a des enjeux importants auxquels nous faisons face, dans une période où l'urbanisation se poursuit, vous le savez, plus de 50% de la population qui vit dans les villes, où le taux de croissance de la population urbaine en Afrique et en Asie, qui jusqu'à maintenant étaient encore des populations majoritairement rurales, sont en train de rattraper le taux de population urbaine des autres pays, et où les villes, finalement, sont les lieux d'enjeux liés à la justice sociale, liés à l'inclusion, liés évidemment à la démocratie. On l'a dit à plusieurs reprises, plusieurs auteurs l'ont dit, avec cette urbanisation, dans un contexte, j'insiste, où le néolibéralisme est hégémonique, nous voyons apparaître des fractures dans les villes, nous voyons apparaître des processus de ségrégation socio-spatiale, où par diverses politiques, programmes, projets de revitalisation de quartiers centraux notamment, on voit les habitants à plus faible revenu être poussés sur les bords, sur les marges, de plus en plus repoussés des villes-centres pour se retrouver en périphérie, dans des quartiers beaucoup plus éloignés du centre-ville. À Montréal, comme dans d'autres villes du monde, on a en ce moment des processus de gentrification qui se font dans des quartiers populaires de Pointe-Saint-Charles, de Saint-Henri, de Schlaga-Maisonneuve. Et quand on parle de gentrification, forcément, ça nous amène à poser la question de l'exclusion. Alors, les inégalités, vous le savez tous et toutes, le rapport d'Oxfam Québec l'année dernière, pas d'Oxfam Québec, pardonnez-moi, d'Oxfam, excusez-moi du lapsus, était clair. C'est la seule donnée que je vous présente. 8 hommes, et je pense que ce ne sont pas des hommes et femmes, je pense que c'est 8 hommes, détiennent autant de richesses que les 3,6 milliards de personnes qui représentent la proportion de la population pauvre de l'humanité. Hier, j'ai lu notre journal local, enfin national, Le Devoir. L'OCDE reconnaît qu'aujourd'hui, les questions d'inégalité constituent un enjeu majeur pour l'ensemble de la planète. Je ne poursuivrai pas là-dessus, mais je vais vous faire remarquer que lorsqu'on parle d'inégalité, on parle d'exclusion, notamment socio-économique. Aujourd'hui, grâce à des mouvements sociaux, au mouvement féministe notamment, on constate, on a une lecture différente des inégalités. On constate que les inégalités de classe ou de richesse ne sont pas les seules, qu'il y a des couches d'exclusion, d'inégalité, notamment de genre, d'appartenance identitaire à des groupes ethnoculturels, à des orientations sexuelles, à la religion qu'on pratique. Et je dirais que l'une des forces de cette analyse-là, c'est de nous permettre de saisir que les inégalités se produisent, ont un effet de convergence et d'accumulation de couches qui touchent un grand nombre de personnes. Et cette vision des inégalités par ce qu'on appelle une approche intersectionnelle, nous permet de constater les limites de nos politiques qui étaient dites universelles. On croyait que nos programmes universels touchaient l'ensemble de la population. On réalise aujourd'hui que sous ce couvert d'universalisme, il y a eu des ségrégations, des exclusions. Celles entre les hommes et les femmes, qu'on n'a pas vues jusqu'à très récemment, celles avec les minorités ethnoculturelles, avec les gens qui ont différentes orientations sexuelles, différentes identités. Et je pense que c'est important que c'est l'un de nos défis quand on pose la question de la participation et quand on pose la question, l'enjeu de l'inclusion, c'est de constater aujourd'hui qu'on doit penser l'inclusion, oui, en termes universels, mais en reconnaissant ces différences identitaires qui font en sorte qu'il y a des particularités.
Et ici, j'aimerais faire une référence à une auteure que je privilégie, du nom de Nancy Fraser, qui est une philosophe des États-Unis, qui a repensé, qui propose une nouvelle lecture de la théorie de la justice sociale. Elle questionne la théorie de John Rawls et elle tente d'aller plus loin en disant la théorie de la justice sociale devrait reposer sur la convergence de cette politique de redistribution, répondre aux inégalités socio-économiques notamment, mais aussi de celle des identités, ou ce qu'elle appelle la politique de la reconnaissance. Et je pense que quand on se penche et qu'on tente de mettre en place des dispositifs ou des approches participatives, comme celle du budget participatif, on doit avoir ces éléments-là en tête, parce qu'aujourd'hui, on pose autrement cette question de l'exclusion. Il y a des façons d'y répondre. Alors, comme vous le savez, j'avancerai pas de chiffres, mais il y a un grand nombre de villes qui ont mis en place des budgets participatifs. On dit qu'aujourd'hui, il y a des budgets participatifs dans tous les continents de la planète. On sait que l'expérience est partie du Brésil, l'Argentine, Rosario, l'Uruguay, etc., ont mis en place des budgets participatifs. L'Europe n'a pas tardé à suivre, l'Allemagne, l'Italie qui avait des arrondissements, Berlin notamment, l'Espagne, le Portugal bien sûr, et je passe d'autres pays. L'Afrique, notamment plusieurs villes de l'Afrique de l'Ouest, et l'Asie. Je sais que la Chine, par exemple, expérimente des budgets participatifs. Je sais que la Turquie expérimente des budgets participatifs. Ici, en Amérique du Nord, Chicago, les États-Unis, New York, Chicago notamment, expérimentent à leur tour des budgets participatifs. Et ici, le Canada, le Québec, nous ne faisons pas exception. Donc, il y a eu une expérience menée dans un arrondissement de la ville de Montréal, c'est l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, de 2006 à 2009. Malheureusement, l'expérience n'a pas été reconduite à la suite d'un changement d'équipe au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a des petites et moyennes municipalités, Matane, Baie-Saint-Paul, ici Saint-Basile-le-Grand, qui sont en train également d'expérimenter des expériences de budget participatif. Alors, le budget participatif, plusieurs d'entre vous êtes dans la pratique. Je pense que vous pourriez en parler certainement plus longuement que moi, mais je vais quand même mentionner des éléments qui me permettent de croire que le budget participatif peut contribuer, dans une certaine mesure, à combattre, à poser la question de la participation sans exclusion. La première chose que j'aimerais dire, c'est que bien sûr, c'était l'idée d'ouvrir un espace politique pour favoriser la participation de l'ensemble de la population d'une ville ou d'une municipalité. Donc, c'était de dire que même dans une ville comme Montréal, où on a des dispositifs participatifs assez complexes, assez performants, très professionnels, indépendants de la sphère du pouvoir politique, il reste que on rejoint plus difficilement des populations à faible revenu, des populations faiblement scolarisées, des populations qui sont minorisées ou ce qu'on dit aujourd'hui racialisées. Et ça, c'était l'ambition première du budget participatif de Porto Alegre. Et là-dessus, les études comparatives montrent qu'ils ont réussi à aller chercher et à rejoindre et à inclure ces populations. Il y a une étude indépendante de la municipalité qui a été faite par un organisme qui s'appelle CIDADJ, qui faisait du monitoring, où on montrait que dans les participants, le professionnel des participants et des participantes au budget participatif, la proportion des personnes de faible revenu représentait la proportion dans la population totale. Les participants afro-brésiliens de couleur qui participaient aux instances du budget participatif représentaient effectivement, reflétaient de façon fidèle la proportion qu'ils occupent dans la population totale de la ville de Porto Alegre.
Le groupe où on n'avait pas réussi, devinez lequel? Les femmes. Et rapidement, on s'est aperçu que c'était plus difficile de rejoindre les femmes et la municipalité en était venue qu'à adopter l'idée d'un quota au départ pour s'assurer de réserver des places pour les femmes au sein des instances qui allaient discuter de budget participatif. Alors, écoutez, j'aurais eu plusieurs choses à dire encore. Je vais me faire un plaisir d'aller vous entendre, d'aller échanger dans les séances aujourd'hui parce que j'ai eu la chance d'étudier le budget participatif de Porto Alegre. J'ai fait l'évaluation de l'expérience montréalaise dans le plateau Mont-Royal et j'ai vraiment le goût d'entendre pour voir comment ça se passe chez vous. Je dirais, pour terminer, que dans toutes ces expériences que j'ai nommées, ou en tout cas en disant qu'il y en avait partout, j'aimerais qu'on retienne certaines choses. Le modèle, aujourd'hui, en se diffusant, il est devenu hybride. On ne parle plus nécessairement de la même chose d'une ville à l'autre lorsqu'on parle de budget participatif. Il y a des budgets participatifs qui invitent la population à délibérer sur des investissements, je dirais, mineurs, des petites sommes, 100 000 $, 130 000 $. C'était la municipalité de Guelph en Ontario. Les gens étaient invités à discuter d'une somme de 125 000 $ qui était l'enveloppe pour le budget du développement communautaire. Il y a des expériences où les élus, où les gens qui détiennent le pouvoir sont plus ambitieux et sont plus ouverts. L'expérience qui m'a touchée le plus, c'est celle de Toronto. Toronto a mis en place un budget participatif pour les locataires de l'ensemble des blocs de loyers modiques, les HLM, le logement social. Ils réservaient par année une enveloppe, aux 3 ans, pardon, une enveloppe de 22 millions de dollars. Ce sont les locataires de ces logements sociaux, des femmes chefs de famille monoparentales, des familles immigrantes, etc., qui venaient discuter des priorités d'investissement du budget, donc de ce budget participatif dans le domaine du logement social. Il y a des expériences qui peuvent être fortes et je pense qu'il faut compter là-dessus toujours, ce sont les études qui le démontrent, sur cette rencontre entre une volonté des élus d'ouvrir, de considérer qu'ils ne détiennent pas nécessairement le savoir, qu'il y a du savoir populaire et que les habitants et les habitantes, en général, ont des comportements qu'on appelle du gros bon sens. Et que ce sont eux et elles qui, en premier, souvent, détiennent la connaissance la plus fine des territoires ou des quartiers qu'ils habitent. Donc, une volonté des élus, une volonté et une transformation de la façon dont les professionnels travaillent, où, justement, on doit associer ce savoir des experts avec ce savoir populaire. Et finalement, et c'est des travaux de collègues du Brésil, notamment, qui l'ont montré, si Porto Alegre, l'expérience est allée plus loin, jusqu'à récemment, alors que le gouvernement, jusqu'aux années du milieu des années 2000, alors que le gouvernement en place perdait le pouvoir, si cette expérience-là est allée plus loin, dans les facteurs qui ont été identifiés par des collègues, et là je pense à des travaux d'un collègue de l'IPOUR, de l'Institut de planification urbaine et régionale de l'Université de Rio, c'est parce aussi qu'il y avait donc le mécanisme, l'approche qui a été mise en place, mais qui travaillait vraiment dans une convergence avec les mouvements urbains. Donc, avec, si vous voulez, les organisations de la société civile, qui faisaient, dans une certaine mesure, tout un travail avec les citoyens et citoyennes des différents quartiers, des quartiers populaires, des quartiers moyennement aisés, etc., et qui, finalement, permettaient donc de toujours maintenir une pression sur l'institution politique, sur les élus, pour s'assurer qu'on avance dans cette expérience de consolidation d'une redistribution. Parce que Porto Alegre avait pris un pari. C'était l'idée de dire qu'un budget participatif pouvait non seulement permettre de démocratiser la démocratie,
mais pouvait permettre d'inverser les priorités de la municipalité. Pour ceux qui ont connu les lectures marxistes des années 70-80, il y avait une lecture qui disait que souvent les gouvernements municipaux rencontrent les intérêts d'une partie des élites, des gens, des entrepreneurs, des promoteurs, etc. Et à Porto Alegre, c'était le défi de dire nous allons utiliser les ressources publiques, les revenus de la municipalité, pour tenter de redistribuer dans la municipalité et d'aller vers les quartiers qui ont davantage de besoins en termes d'équipement, d'infrastructures, de services. Alors, je pense que c'était un défi. C'est encore un défi dans une période, comme je le disais, qui est un peu plus trouble, mais où je crois que les villes peuvent jouer un rôle majeur en matière de résistance. D'ailleurs, il y avait une rencontre en Espagne qui s'est terminée la semaine dernière, où il y a un réseau de villes qui vient de se créer qui s'appelle les villes sans peur, en faisant référence à cette montée de droite, d'extrême droite, de racisme à laquelle on assiste. Donc, je pense que les villes, les municipalités, les élus, les professionnels, les habitants, les habitantes, nous devons agir ensemble pour aller vers une consolidation d'une participation réelle, substantielle et surtout inclusive. Je vous souhaite de bons travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Tendresse. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je vais donc avoir besoin, Jean-François, que mes 3 prochains invités aient un micro. Alors, mesdames, messieurs, nous allons faire du pouce sur ce que vient de nous lancer comme élément de réflexion Madame la Tendresse, puisque nous allons maintenant assister à un panel que je vais animer en compagnie de 3 personnes, qui devaient être 4, mais nous serons 3. J'aurai 3 invités. Je vais demander à Madame Kelsey Foster de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Madame Foster, êtes-vous là? Elle est là. Would you like to come in front? Are you mic'd? No, you don't. Okay, so you will see this lovely gentleman. La señora Cristina Bloch, qui était là tout à l'heure, qui a besoin aussi d'un micro, et Jean-François va s'occuper de vous installer un micro. Et nous avons reçu la semaine dernière une note de M. Mahor Chiche de la mairie de Paris, qui était bien annoncée dans votre programme et qui a eu un empêchement majeur cette semaine. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir M. Simon Langelier de Montréal, qui justement va pouvoir beaucoup nous parler du Brésil et de ce budget, de ce berceau des budgets participatifs Porto Alegre. Merci, Monsieur Langelier, d'être parmi nous. Alors, je vous disais qu'en principe, on devait être 4 parce qu'on nous avait annoncé la présence de Monsieur Amaury Chokri, de Tunisie, qui est le président des travaux des budgets participatifs de la ville de Gabès. J'espère que je le dis bien. Mais honnêtement, nous sommes sans nouvelles de lui, alors nous souhaitons que rien de fâcheux ne lui soit arrivé. Je sais qu'il n'est pas à Montréal. Alors, donc, dès que vous êtes... alors, Madame Foster, would you like to come here? OK. Alors, vous pouvez parler entre vous quelques secondes. On va organiser la technique, mais peut-être que je vais vous les présenter. Je pense que Mme Foster sera la première à monter sur scène. Mme Foster, je vais vous installer ici, au centre. Yes, Alison, oui. Je vous parle d'elle. Alors, Mme Kelsey Foster est la directrice des communications d'une ONG Committee for a Better New Orleans. C'est un organisme qui a déjà 50 ans en Nouvelle-Orléans et qui soutient et qui développe les initiatives participatives
Donc, c'est un organisme américain, si vous voulez. Cet organisme milite en faveur de l'engagement civique, je vais vous demander le silence quand même, et pour un gouvernement ouvert à tous les néo-orléanais, sans distinction. Et encore une fois, on fait du pouce sur ce que Mme Latendresse vient de nous dire. Un gouvernement qui souhaite abolir les distinctions d'appartenance ethnique ou de classe sociale. Donc, c'est une ancienne journaliste, Mrs. Foster, et autrefois, elle couvrait l'éducation. So, welcome in Montreal. It's a pleasure to have you with us. Notre deuxième invitée est Madame la Señora Cristina Bloch, qui est titulaire d'une maîtrise en coopération internationale pour le développement et d'un PhD de l'Université Complutense de Madrid. Elle est professeure et chercheure à l'Université nationale de Rosario, en Argentine. Elle est consultante auprès des Nations unies et ses recherches, vous ne serez pas surprise, portent sur le budget participatif, les processus de participation politique, la construction de la citoyenneté. Et notre troisième invité, et non le moindre, M. Simon Langelier. M. Langelier est docteur en études urbaines et politologue. C'est un spécialiste de la politique en Amérique du Sud, des théories sur la démocratie participative et du rôle des villes, justement, à l'échelle internationale. Il connaît bien le Brésil, où il a habité. Il connaît bien le processus participatif de Porto Alegre et il a publié un livre sur la question « Le démantèlement du budget participatif de Porto Alegre » avec un point d'interrogation. Il a également enseigné en urbanisme à l'Université du Québec à Montréal. Actuellement, il est conseiller en relations internationales à la Ville de Montréal et il va plus nous parler du Brésil que de Montréal, mais je suis sûre qu'il ne pourra pas s'empêcher de nous parler de Montréal à l'occasion. Alors, merci à vous trois. Je crois que je vais installer ceci pour bien suivre, notamment Madame Bloch, qui va nous parler en espagnol. OK. Alors, donc, j'ai un peu organisé les choses pour être sûr qu'on soit capable de faire ce survol. Je leur ai demandé, au fond, de nous dire à leur compréhension pourquoi la ville ou la région qu'ils connaissent bien s'est engagée dans l'aventure des budgets participatifs. Au fond, qu'est-ce qui, en Argentine, à la Nouvelle-Orléans, ou encore au Brésil, qu'est-ce qui a été le déclencheur et en quelle année? Pourquoi cette histoire? Et je crois que je vais commencer avec Madame Foster sur la Nouvelle-Orléans. Comment les choses ont débuté pour vous? Sure. So to begin, in New Orleans, we don't have a traditional participatory budgeting practice yet. It's something that my nonprofit has advocated for many years. In New Orleans, we don't have any kind of formal participatory structure for residents. And that, I think, is coming from the root of southern United States cities that have tended to be segregated. We have a history of corruption, and it's something that we are just now beginning in the years after Hurricane Katrina to push back against. And so the way that we began working in citizen involvement in the city budget was actually about 5 years after Hurricane Katrina. Okay. My nonprofit, which is 51 years old, convened residents of the entire city, and we met with them to ask what they needed. What haven't they gotten after 5 years of recovery? And the thing that we heard across the board was that residents did not trust where the money was going. This is at a time when there was millions of dollars in federal government aid, in international aid, in private foundation dollars. And while we were receiving all this money, residents weren't feeling it in their communities. And they didn't have the ability
or the means or the education to try to look into the budget and to see where things should have been going. This was also at a time when our previous mayor was indicted on charges of embezzling money, and so there was a lot of very deep distrust in our... Seems familiar for us. Yeah. Very, very deep, generations-old distrust around money in our city, and we wanted to change that. We thought that this was a perfect opportunity to start to build bridges, to start to educate our neighbors about how money works. We live in a city where financial literacy is very uncommon. About 13% of New Orleanians are unbanked, meaning they have no formal finances at all, and about 25% are underbanked, meaning they rely on things like payday lenders to get through. So we saw this as a way to both engage residents around the city budget, start to build trust between citizens and government, and also provide some basic financial literacy. Yeah. And for us, that actually looks like the form of an interactive website and not yet a formal participatory budgeting process. So for those with phones or a laptop, you can visit bigeasybudgetgame.com and see what we have developed as a way to it's kind of a way to play mayor for a day. Each resident gets to balance the city budget, and in the process you learn, what does a city department do? Yeah. How much money do they receive? What do they do with it? What happens if you give them less money? Yeah. What is the consequence? What happens if they receive more money? And in that way, we're able to, for the first time in our city's history, actually learn what people need in the community, what their priorities are, and how that looks different from our official city budget. Et j'imagine que c'est pour vous une première étape, ce website, qui est très, très bien fait. Je suis allée le visiter. Et en effet, je me mets dans la peau de citoyens qui ne savent pas comment un budget d'une ville peut être aussi détaillé, qu'il y ait autant de choix et d'items à combler. Et c'est vrai que c'est sous forme très ludique, mais j'imagine que c'est une première étape pour vous. Yes, our hope is that it is a first step. We have a mayoral and city council election coming up this fall, and we are making participatory budgeting in a more formal, traditional sense, a major campaign issue for everyone who is running. OK, so, pardon. Donc, nous allons maintenant entendre peut-être Madame Bloch, qui, donc, d'Argentine, peut nous parler un peu de ce qui a déclenché chez vous cette idée d'aller dans un processus de budget participatif. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecer en principio la invitación y poder disfrutar de estar compartiendo con ustedes este espacio de debate. Yo diría que había, en principio, si uno piensa cómo surge en Argentina el presupuesto participativo, tengo que hablar de la ciudad de Rosario, que fue la ciudad pionera y que fue donde yo básicamente comencé a estudiar el presupuesto en el año 2002. Ahí me parece importante distinguir algunas cuestiones coyunturales y otras que son de estructura de la ciudad y del modo en que venía siendo representada la ciudad. Como todos sabemos, a partir de la década del 80, los municipios empiezan a tener una relevancia en la vida social que antes no tenían, asumiendo algunas tareas que antes tenían más relación con los gobiernos nacionales, ¿no? O sea, empiezan a adquirir protagonismo, vamos a decirlo así. En el caso de Rosario, hablo de Rosario, después voy a hacer una referencia a Argentina. En general, el municipio tenía muy buena base social, con lo cual fue más fácil implementar un programa que no era solo territorial, digamos, sino que también venía a cubrir una falencia que los ciudadanos identificaban a nivel nacional. Esto era
una crisis, lo que se llamó en el país una de las crisis de representación política más grande que hubo en la Argentina y que fue coincidentemente en el año 2001. No voy a hablar de eso porque sería alargar, pero coincide un poco con, en parte con lo que decía la compañera de Nueva Orleans. La gente demandaba una mayor transparencia en el destino de los fondos y el gobierno de turno de la ciudad de Rosario encontró en el presupuesto participativo en ese momento una herramienta para legitimar de algún modo la acción política y dar espacio a la participación ciudadana. Después podríamos discutir también si necesariamente la participación es inclusión, digamos, o quiénes participan, o sea, cómo se estimula la participación. Podríamos tener muchos temas, pero digo, en lo coyuntural la emergencia está ligada con esa crisis de representación política más global. En lo particular, procesos de descentralización que se habían iniciado durante la década del 90, que favorecen la instalación del presupuesto participativo como herramienta. Sabemos que la descentralización territorial es un modo de favorecer. El otro punto fue la incorporación progresiva de nuevas técnicas de presupuestación a nivel local. Esto me refiero a lo que se llaman presupuestos por programa, distinto a lo que era la forma tradicional de presupuestar. Esto también favoreció y un tejido social activo que existía en la ciudad de Rosario. En Argentina en general, y soy breve para no tomar tiempo de los colegas, en el momento que surge Rosario, surge también el presupuesto participativo de Buenos Aires, la ciudad más grande de la Argentina, que no se sostuvo en el tiempo. La ciudad de Rosario es la que ha sostenido hasta el día de hoy el presupuesto participativo como ninguna otra. Hay otras, por supuesto, pero que empezaron con posterioridad. Actualmente en Argentina hay 56 presupuestos participativos activos, de los cuales 45 son generales. Y después, en los últimos años, se está produciendo una segmentación poblacional. Hay presupuesto participativo joven, por ejemplo, que UNICEF incluso está impulsando con fuerza. Y de presupuestos jóvenes hay 15 en actividad. En general, están ligados a los presupuestos generales, pero hay un caso de una ciudad en Argentina que tiene solo presupuesto joven y no tiene presupuesto general. Luego podemos debatir también las modalidades. La presentadora hizo un buen análisis de Porto Alegre y señaló algo que me parece muy importante. Inicialmente el modelo era Porto Alegre. Hoy no hay modelo exacto de presupuesto participativo. Incluso dentro del mismo país hay una diversidad muy grande. En algunos casos la participación es representacional de organizaciones. En otros casos, como en Rosario, es un vecino, un voto, es decir, que el vecino va representándose a sí mismo. En algunos casos es temático, en otros es territorial. Digo, se ha subvertido de algún modo esta idea de modelo para dar lugar a una readaptación de las condiciones locales. Esa es un poco la idea central en este momento en el país. Y uno de los desafíos, la permanencia, que después lo podemos también debatir. Absolument. Mon Dieu, que c'est intéressant. Alors, peut-être pour notre bénéfice, Madame Bloch, j'ai peut-être raté le tout début de votre intervention. Rosario, c'est une ville de combien d'habitants? Faites-nous un petit portrait. Sí, Rosario es una ciudad intermedia de 1 millón de habitantes. Combien? 1 millón. 1 million. 1 million. Ok, 1 merci. million. Merci à nos interprètes. 1 million. Sí, D'accord, donc c'est quand même une bonne ville. Sí. Ah, c'est Laval. sí, sí. Non, Plus. plus que Laval, oui. Es interesante también un detalle a propósito de la cantidad poblacional. Originalmente el presupuesto participativo surgió en ciudades, en grandes metrópolis, Buenos Aires,
Rosario es Oui. una ciudad de escala intermedia. Actualmente tiene más vigencia en ciudades de pequeña escala en este momento. Dans les petites villes. Oui, Sí, dans d'accord. petite ville. Alors, merci de ces précisions. Alors, Monsieur Langelier, Madame Latendresse vous a fait un pont, vous a déroulé le tapis rouge. Est-ce que vous êtes assez d'accord avec la manière dont elle cadrait le début de cette initiative? Quelles étaient les vraies raisons qui ont fait que c'est à Porto Alegre qu'on a parti un peu le bal de ces procédures qui ont essaimé partout dans le monde? Oui, tout à fait d'accord. Comme vous savez, le budget participatif de Porto Alegre est né en 1989. 9. Mais pourquoi 1989? Anne en a parlé un peu. Le Brésil est dans une effervescence de démocratisation de son pays. En 1988, ils ont adopté une nouvelle constitution. Et dans le fond, qui culmine à ce moment, c'est la fin de la dictature qui prévalait depuis 1964 au Brésil. Oui. 1964, effectivement, c'était le début d'une dictature militaire, mais le Brésil, c'est aussi 500 ans d'oppression depuis la colonisation Oui. et 500 ans d'inégalité. Depuis la colonisation, la répartition des terres s'est toujours faite de façon très inégale. Le Brésil avait été divisé en quelques capitaineries, donc des grandes seigneuries, ce qui fait que la population n'avait pas beaucoup un accès aux terres. Donc, c'était quasiment des esclaves. Le Brésil, ça a été, dans les Amériques, le pays le plus esclavagiste. À peu près 6 millions d'Africains ont été déportés de force vers le Brésil, ce qui crée, dans le fond, une situation de très grande inégalité sociale. Et on a vu, donc, quelles sont les conditions, pourquoi il y a eu cette effervescence démocratique, cette ségrégation sociale qui s'est produite en premier lieu dans les campagnes, mais par la suite dans les villes. Les villes ont connu des exodes massifs. Elles ont reçu des populations provenant des campagnes très, très importantes, surtout durant la période industrielle. Et l'élite politique qui contrôlait finalement la sphère publique et les quartiers centraux avait besoin de cette main-d'œuvre bon marché pour faire fonctionner les industries. Mais en même temps, pour l'élite politique, c'était un peu, dans le fond, des classes indésirables. Et les villes brésiliennes ont été fortement divisées. Les unes contre les autres. Quoi. Les unes contre les autres. Donc, il y avait 2 villes dans une même ville. Et il y a des zones, les favelas, qu'on connaît davantage, qui ont été délibérément créées, des zones un peu de non-loi où les législations ne s'appliquaient pas. Donc, c'était des territoires non reconnus. Et il y avait énormément, donc, de zones irrégularisées, ce qui faisait que si tu es à l'extérieur du droit, ben, tu n'as pas droit à des services, tu n'as pas droit à des hôpitaux, à des routes, à l'électricité, etc. Ce qui fait que, dans le fond, il y a eu une grande disparité, une grande ségrégation urbaine dans plusieurs villes brésiliennes. Et l'arrivée des budgets participatifs a Et aidé à ça? Ben, j'y arrive, oui, elle a beaucoup aidé. Et en fait, cette ségrégation-là, en fait, a créé une sorte de révolte, un peu, si je peux dire, à partir des années 60-70, à l'affaiblissement de la dictature. Je pourrais identifier 3 mouvements qui ont favorisé l'émergence du budget participatif au Brésil en général, mais à Porto Alegre particulièrement. La théologie de la libération à cette époque, création des communautés ecclésiastiques de base, qu'on appelle. Donc, ces petits centres communautaires ecclésiastiques dans les communautés où on souhaitait, dans le fond, donner aux participants une éducation populaire beaucoup plus importante, travailler beaucoup plus la délibération et travailler un discours axé sur les revendications de droits démocratiques. Et de justice sociale. Et de justice sociale. Ça, c'est un des premiers mouvements. Le deuxième, c'est la création du Parti travailliste en 1980, mais qui culmine en fait la création du Parti travailliste et la culmination de mouvements syndicalistes au cours des années 70, particulièrement le mouvement métallurgiste avec Lula, et qui a favorisé le développement de structures d'autogestion, de démocratie délibérative et participative. Et le troisième que j'identifie, qui a favorisé la naissance de budgets participatifs, ce sont les mouvements urbains, qui sont intimement liés avec le Parti travailliste, la théologie de la libération, qui étaient davantage contestataires, qui, contrairement aux associations précédentes dans les années 60-70, qui étaient beaucoup cooptées par le gouvernement, par les partis politiques,
ont commencé à revendiquer davantage de pouvoir sur un droit de regard sur l'octroi du budget municipal. Parce que le budget municipal, évidemment, était davantage concentré dans les quartiers centraux. Les grandes réformes urbanistiques servaient à ça, mais servaient à exclure les populations. Est-ce que ça a commencé vraiment à Porto Alegre ou s'il y a eu en même temps 3, 4, 5... Un peu partout, je dirais dans les villes plus du sud du Brésil. OK. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Et qu'est-ce qui a fait qu'on retient Porto Alegre comme un flambeau, un phare? C'est l'expérience qui est allée la plus loin, peut-être à cause de circonstances politiques. Ils ont eu 4 mandats consécutifs, le Parti travailliste, combiné avec une grande mobilisation de la société civile. Ça l'a fait en sorte, ça a donné le temps, je pense, de bien le mettre en place. Alors qu'à São Paulo, ils avaient, eux également, un processus qui était quand même bien avancé, mais il y a eu plus de changements politiques. Qui fait qu'il y a eu le budget participatif a été mis de côté pendant certaines périodes. OK. Mais c'est quand même extraordinaire comment c'est au Brésil où ça d'abord. Et ça a contaminé quel pays d'Amérique du Sud d'abord? Après le Brésil, c'est allé tout de suite en Argentine, c'est ça? Bien, il y a l'expérience de Montevideo là, qui est assez connue également, l'Argentine. Ensuite, dans les dernières années, là, dans les années 90, on parle beaucoup, je m'en vais en Europe, mais Saint-Denis, en banlieue de Paris. Donc, ça l'a fait des petits à travers les années. Là. Oui. On va revenir à Mme Foster. Alors, je sais que votre expérience à New Orleans est quand même limitée. On parle d'un site web. Les gens ont embarqué, ont commencé à s'initier sous forme de jeu à ce que ça peut être que de composer des priorités dans un budget pour une ville. Mais ce simple outil-là, il a déjà eu des impacts sur la population et particulièrement les populations les plus traditionnellement exclues. Yes. So I would say the biggest impact that we've seen so far from the game, this is our second year. We launched for the first time in the spring of 2016. And each year we take all of the data and we open it to everyone. So we give it to our mayor, we give it to our city council, but we also give it to our community and to our leaders. And so while we have a very strong mayor and a weak council system, so our city council uses this a lot. This is very powerful for them because for the first time they have real, clean, usable data to stand on when they push back on the report that comes from the mayor's office each year on the budget. But also in the community, we're seeing that is the place where we see the data used the most because traditionally data is very powerful, but also it can be very inequitable. Oui, et incompréhensible par moment. It's for the community advocates in New Orleans, this is the first time that they have had access to the same data that the people in power have. Yeah. And so now as we start to have conversations about other issues, for example, we incarcerate more people in New Orleans per capita than anywhere else in the world, and we're considering building another prison. We now have data from the community, from hundreds and thousands of our neighbors that say that that's not what they want. And it becomes much harder for the people in power to make those decisions when not only they have that data, but also advocates and leaders in the community have that data. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les gens se présentent, font des représentations pour contester, maintenant qu'ils ont les chiffres en main, qu'ils ont une meilleure vision d'ensemble. Donc le maire, qui est un maire fort, disiez-vous, est plus contesté, ou s'il est ouvert à ce que les citoyens lui disent? He is open-minded. This mayor is the first mayor we had after Hurricane Katrina, and he had a very hard job. He had to fix our city, but also pull us out of almost bankruptcy. Yeah. And his approach to that was very heavy-handed. We, like I mentioned, have never had any formal citizen participation before in our city, and we certainly have not started
after Katrina. And so this is a little new for our leaders. And I think the reason we see it being more popular amongst city council is that they are in need of that kind of powerful data and information to make change on their end. And they feel more competent in Yes. a way. OK. Madame Bloch, donc, comment percevez-vous à Rosario les impacts de ces processus qui ont été mis en marche chez vous? Est-ce qu'il y a 2, 3 impacts qui ont fait déjà bouger des choses? Sí, claramente hay impactos directos y algunos más indirectos, ¿no? De los impactos directos hay que, en Argentina los presupuestos participativos son prerrogativa de los municipios exclusivamente, o sea, son los municipios los que los impulsan, digamos, no es la sociedad civil inicialmente. Digamos, ahora hay una presión para que se reproduzcan los presupuestos participativos. Entonces, uno de esos impactos fundamentales es justamente esa mejora o esa visualización de la ciudadanía en que a través de esa herramienta pueden mejorar la calidad democrática y sentarse frente a los poderes locales en procesos de negociación. Eso me parece que es un impacto muy interesante. A nivel municipal, ellos reconocen un impacto en la recaudación fiscal, que en la medida que se han generado más circuitos de confianza entre el municipio y la ciudadanía, exhiben mejoras en la recaudación fiscal. Esto es un dato que brindan los municipios, o al menos el municipio de Rosario. Otro punto importante que señalaba la compañera inicialmente, Madame La tendresse. La tendresse, el tema de las mujeres. En el caso de Rosario hay una alta participación de mujeres en el presupuesto participativo y se generó un programa específico que se llamó Ciudadanía Activa, Presupuesto Participativo y Ciudadanía Activa de las Mujeres, que en este momento no está vigente, pero que introdujo el tema de los presupuestos de género a nivel local. Ustedes saben que existe, además del presupuesto participativo, lo que se llama presupuestos con enfoque de género, ¿no? Y esta introducción de la participación de las mujeres condujo a este diálogo sobre cómo se podían etiquetar gastos en términos de género. También me pareció un impacto muy importante. Y en general, a nivel nacional, si bien hay que decir que el porcentaje de población, quizás podemos todos comentar esto, es bajo proporcionalmente a la cantidad de habitantes de una ciudad, no participa todo el mundo del presupuesto participativo, la gente empieza, como comentaba también la compañera, a conocer más el manejo presupuestario. O sea, empieza a tomar conocimiento de que para decidir o para, digamos, negociar con el municipio, tiene que conocer, tiene que tener acceso a los datos. Entonces, el presupuesto participativo educó, esto es muy importante porque hay un proceso de la participación no es espontánea, la participación hay que estimularla y hay que proveer, digamos, herramientas para profundizarla. Proveyó conocimientos para que la gente pueda decidir sobre una base informativa, ¿no? Sobre tomar decisiones sobre una base. O sea que la gente conoce más el presupuesto, que es muy complejo. Todos sabemos que los presupuestos son textos muy complejos. La gente en general no conoce cómo se construye un presupuesto, cómo se elabora. Entonces, hoy la gente que participa del presupuesto participativo tiene un acceso a esa información, con lo cual me parece que se está extendiendo ese conocimiento. Vous disiez tout à l'heure que finalement c'est toujours une
petite proportion de la population, c'est dans Sí. des localités. Est-ce qu'on l'a estimé en Argentine Oui. ou à Rosario? Sí, sí, sí. C'est à peu près quoi? Es aproximadamente entre el 1 y el 3%, Un pero tiers. no es permanente, es Ah, oui. oscilante. Bien ¿m? sûr. A lo largo de los procesos ustedes piensen que Rosario tiene 14 años de presupuesto participativo. Quand même. Ha habido épocas de alta participación, ha habido épocas de baja participación, hay momentos de meseta o estabilidad, digamos, pero si tuviese que estimar un porcentaje entre el 1 y el 3%. No hay una información tan oficial tampoco, Bien eso sûr. también hay que mejorarla aún más. Mais on dit souvent, enfin, que ça prend 20% d'une population pour faire changer un navire de côté. Et alors, si déjà depuis 14 ans, vous disiez? Oui. Ça en fait du monde qui commence à comprendre les chiffres. On va aller rapidement, encore une fois, à Porto Alegre, Monsieur Langelier. Là, bon, les grands impacts, ils sont peut-être un petit peu plus connus. J'aimerais ça que dans votre réponse, vous abordiez aussi où étaient les grandes résistances à mettre ça en place et peut-être sont-ce les conséquences qui ont fait que ça a tombé. D'accord. Pour ce qui est des résistances, je vais en parler, mais dans la dernière question. Oui, C'est plus des résistances actuelles, je vous Oui. dirais, que des résistances du passé. du passé. Il y en a eu, mais je pense que les défis au départ étaient davantage de mobilisation et de participation. Un peu comme partout. Un peu comme partout. Les grands impacts, je peux vous en identifier deux sur du budget participatif de Porto Alegre. C'est le premier, l'ouverture de l'espace public. Ah, ah. Donc, vous savez, nos démocraties libérales ne sont Oui. pas toujours faciles à accéder, elles sont parfois très hermétiques. Et le budget participatif, lui, il a permis d'ouvrir à des classes plus populaires, généralement des Comme couches de la partout, population, comme partout, où c'est très difficile d'accéder. Porto Alegre, puis le Brésil dans son ensemble, était déjà dans un mouvement de démocratisation, comme j'ai expliqué, et de mobilisation, de création d'associations. Mais le budget participatif à Porto Alegre a favorisé également son accroissement. Par son système, par son mécanisme en lui-même. Bon, vous le savez un peu comment ça fonctionne. Sans rentrer dans les détails, mais le budget participatif, les gens se réunissent dans les grandes assemblées plénières. Et pour chaque tranche de 10 participants qui est présent, il y a un délégué qui va être délégué au forum du Oui. Conseil du budget participatif de chacune de ces régions. Et ça, évidemment, ça encourage la participation Citoyenne. associative. On est passé en 10 ans, du début de la création jusqu'au début des années 2000, de 300 associations à Porto Alegre à 600. Donc, Quand même, ça a doublé. ouais, ça a doublé. Il y a vraiment une grande impulsion. Donc, ça, c'est une chose. Donc, et l'ouverture de l'espace public, oui, c'est fait pour les associations, les citoyens de façon générale. Les assemblées sont parties de 1000 participants à près de 20 000 Oui. au tournant des années 2000. 20 000 quand même. Quand même. Et l'espace public, donc, a permis un accès plus grand aux couches de la population plus défavorisées, donc les personnes à faible revenu. Dans mon étude de terrain, j'avais regardé particulièrement la région Centro, donc un peu le centre-ville de Porto Alegre. 80% des participants étaient de la tranche défavorisée, bon, qu'on appelle de 1 à 4 salaires minimum. Et de 1 à 2 salaires minimum, c'était 60%. Quand Donc, même. c'était une proportion beaucoup plus élevée de la population qui participait au sein de cette instance. Même chose pour la question des groupes ethniques. Porto Alegre, c'est une ville... Sauf pour les femmes, comme disait Mme... Sauf pour les femmes, femmes. mais il y a certains détails à apporter par rapport à ça. Par rapport à la population, bon, Porto Alegre est une population beaucoup plus blanche de façon générale. OK. Le sud du Brésil, c'est le cas. C'est à peu près 20% de la population qui est considérée noire, mulâtre. Mais dans la région Centro, par exemple, il y avait 40% de la population qui se disait noire et mulâtre qui participait au processus. C'est bon. Chez les femmes, c'est vrai qu'au départ, on avait dans le conseil du budget participatif une proportion d'hommes à 90%. Et la période où j'y étais, là, dans les années 2008-2009, entre autres, on a atteint la parité à cette période-là. Vous avez fait ça comment?
Genre, le sondage, Oui. tout Vous avez simplement. incité les femmes de plus en plus. C'est-à-dire, après c'est un processus progressif, mais progressivement, la parité est arrivée au tournant des années 2000 au OK. Conseil du budget participatif. Peut-être ce qu'il faudrait préciser, c'est que le budget participatif, dans le Conseil, il y a 2 conseillers principaux, 2 suppléants. Ah oui. Les Des hommes fois, étaient davantage du côté les des... femmes étaient Ouais, suppléantes. What's new? un peu plus. Oui. Mais il y avait quand même un certain équilibre qui était atteint. Et je pense que aussi le fait que, bon, c'est des assemblées qui sont faciles d'accès. Si tu ne passes pas par des partis politiques, il n'y a pas de Ouais. campagne électorale, pas besoin de lever des fonds. Ça donne un accès beaucoup plus grand aux populations en général. Mais je veux vous entendre, M. Langelier, parce que le titre de votre livre, Ouais. c'est vraiment Oui, oui. sur le démantèlement. Oui. Alors vous avez une vision de ce processus phare à travers le monde qui a l'air d'avoir, je sais pas, d'être désenchanté d'une certaine manière. Qu'est-ce qui motive votre regard Oui, ben, sur ce démantèlement? En fait, je vais y arriver à ma 3e question, mais dans la 3e partie, mais vous savez, le budget participatif là, a été suspendu Oui. donc, pour 2 ans. Donc, pour moi, à toute fin pratique, ça veut C'est dire terminé. que c'est terminé. Il y a un ensemble de facteurs qui expliquent comment on en est arrivé là. Oui. C'est des Je changements veux que vous politiques. les abordiez maintenant parce Maintenant? que le temps nous, Bon, nous ben, presse. je vais les aborder maintenant. Donc, vous savez, il y a eu un changement politique déjà au tournant des années 2004-2005. Oui, et un plus récent. Et un plus récent encore. Lorsque le nouveau gouvernement, en 2005, est arrivé au pouvoir, comme tout gouvernement, on veut faire sa marque politique. Ils ont mis en place un processus qu'on appelle la gouvernance solidaire locale, OK. où on vous souhaitait faire venir des entreprises privées, des universités, différentes entreprises pour mobiliser des fonds au sein du budget participatif pour exécuter les différentes demandes parce qu'il y avait beaucoup de retard. Mais lorsqu'on regarde ça, à l'intérieur de ce processus de la gouvernance solidaire locale, il y avait très peu de transparence, très peu de reddition de comptes. Ah oui. Le budget participatif était en quelque sorte intégré à l'intérieur de ça. Mais si on gratte encore... On a un peu noyé le poisson. Un peu, oui. Mais si on gratte plus davantage, ce qui était intéressant parmi les conseillers et les délégués, c'est qu'il y avait une partisanerie politique extrêmement puissante qui s'était intégrée au sein du processus. Et il y avait une division très visible, très nette des pro-gouvernements et des ceux qui étaient dans l'opposition, donc maintenant le PT, Parti communiste du Brésil. Alors, Et ça, lorsqu'on vérifiait, on demandait si, au cours de la dernière année, vos demandes que vous avez faites au sein du budget participatif ont été mises en place, ont été exécutées. Ceux qui étaient pro-gouvernement, c'était majoritairement oui, et ceux qui n'étaient pas du bon bord, c'était non. Ah, ah. Et Il y a comment eu une polarisation politique. il y a eu une polarisation et un contrôle finalement politique qui s'est produit au sein du Conseil du budget participatif par différentes manières, cooptation, petits contrats accordés. Lors des assemblées plénières, le gouvernement remplissait des autobus et envoyait... On pactait? On pactait des autobus, on les envoyait dans les assemblées pour être certain que nos conseillers allaient prendre le pouvoir. On a fait des changements réglementaires comme quoi... Mais qu'est-ce qu'on craignait tant? qu'on craignait peut-être que les orientations, les grandes orientations d'investissement urbain et public n'iraient pas dans le sens De ce que le le gouvernement voulait, qui étaient les plus grands investissements, les grandes routes, les grands boulevards, réaménagement des berges. Et on l'a vu beaucoup dans la Coupe du Monde en 2014, c'est ce qui s'est produit. Maintenant, au Conseil du budget participatif, dans les sessions thématiques, c'était les méga projets qui passaient parce qu'on avait réussi à avoir les conseillers de notre côté, alors que les petits projets d'habitation, de pavimentation de rue qui avaient toujours été le propre du budget participatif, les demandes les plus majoritaires, ça, c'était complètement mis de côté. C'est comme si ça avait perdu son âme à travers le temps. Complètement. Donc, il y a eu vraiment le côté de la démocratie représentative décider de l'intérieur de contrôler le budget participatif, à mon avis, pour ses propres intérêts, ses propres orientations politiques. Je vais revenir à Mme Bloch parce que vous avez dit tout à l'heure qu'au fond, chez vous, en Argentine, c'est une initiative des municipalités et non pas des associations d'avoir des budgets participatifs. Est-ce que vous croyez que ce qui s'est passé à Porto Alegre
où un contrôle a été pris par un parti, c'est dangereux aussi chez vous? Sí, justamente respecto del tercer punto de las resistencias, lo mismo que es la cualidad diferencial es justamente el motivo de la resistencia en ocasiones, que es la voluntad política de los gobiernos. O sea, si no hay voluntad política de los poderes locales o regionales, es muy difícil llevar adelante el presupuesto participativo, o sea, en el esquema al menos en que está planteado hoy en la Argentina. No es iniciativa de las asociaciones civiles, ¿no? Aunque las asociaciones están incluidas, la ciudadanía, digamos, está incluida en todas sus modalidades en los procesos, pero quienes disponen de un porcentaje del presupuesto, quienes definen ese porcentaje del presupuesto, son los poderes locales y regionales. No se discute cuánto del presupuesto se va a invertir en el presupuesto participativo. Eso lo fijan los gobiernos. ¿Se entiende, no? O sea, el porcentaje del que se discute en el ámbito del presupuesto participativo es un porcentaje del total que está predeterminado por el gobierno, por los gobiernos locales. Es decir, yo, gobierno de Rosario, digo, mi presupuesto participativo va a ser el 1% de mi presupuesto total. Eso no hay discusión, ahí no hay discusión. Y en general la tendencia ha sido a reducirlo. Inicialmente fue un 8% del presupuesto total y hoy ronda el 1,5% o un 3%. En algunos casos el 5% ha llegado en localidades muy pequeñas de la Argentina, muy pequeñas, pero el porcentaje está entre el 1,5% y el 3%, un promedio, ¿no? Del presupuesto total. Después hay otro porcentaje que puede ser más alto, que es el presupuesto de obras de un municipio. Y ahí, en algunos casos, como en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, alcanza el 12% del presupuesto de obra, no del presupuesto municipal. Eso también se puede confundir a veces. Yo creo que la resistencia mayor, para ir al punto 3, aparte, es, digamos, una de las mayores resistencias son, además de la voluntad política, que puede ser a favor o en contra, son las burocracias municipales, que tienen mucha resistencia a debatir con la gente y a asesorar a la gente, a la ciudadanía, sobre lo que va a valer un proyecto, en qué dirección tendría que ir un proyecto. En el fondo todavía hay una cultura política que no termina de asumir que el vecino puede tomar decisiones sobre el dinero que se gasta. Entonces me parece que ese es un punto de la resistencia muy importante, por lo menos en el país. Esto se ve porque yo he hecho, junto con otras personas, estudios etnográficos, o sea, conocer el presupuesto desde adentro y tener posibilidad de entrevistar a los funcionarios, hacer como un trabajo de campo alrededor de los presupuestos. Y esto se ve claramente, ¿no? Ciertas resistencias a compartir la información también. A que venga un vecino y diga, a ver, ¿cómo se gastó esto? Y el otro punto, y termino aquí, es la ejecución de obras, que a veces no es tan expeditiva como la gente espera. Se demora a veces la ejecución de obras y eso, del lado de la ciudadanía, desestimula a veces la participación. Ah oui. Alors, donc, même s'il y a un petit pourcentage du budget qui est discuté par une petite portion de la population, en plus, les décisions qui sont prises à la suite de ces processus-là ne voient pas le jour rapidement. C'est ce que je comprends.
D'accord. Est-ce que No. vous êtes... No siempre, no pas toujours, siempre. pas toujours, Pas d'accord. toujours, depende, un Oui. poco, depende de la escala del proyecto. O Bien sea, sûr, si es de un la proyecto, grandeur, ben oui. digamos, que exige una aprobación de todo el sistema municipal, es un proyecto que va a demorar mucho en ejecutarse. Mais Si- avez-vous l'impression qu'en Argentine ou dans les villes que vous connaissez davantage, le processus des budgets participatifs est en train de diminuer ou de prendre plus de place? No, yo diría que está estable. es estable. Este número de presupuestos participativos está estable desde el año. Ha tenido 3 momentos. Ok. El momento de auge, de inicio, que fue Buenos Aires y Rosario, 2001-2002. Un momento de gran expansión, 2008-2011, pero una gran expansión. Oui. Y un momento como el actual Maintenant. del 2012 para aquí, Ok. que ha crecido más el presupuesto joven que el presupuesto general, ¿Mm? Pero que se mantiene en número, se mantiene más o menos estable. OK. Nous allons terminer notre tour de table avec Mme Foster. Donc, quelle est votre évaluation de ce qui peut se produire en Nouvelle-Orléans à la suite de ce que vous avez implanté? Avez-vous le sentiment qu'on va aller vers des budgets participatifs au-delà du jeu offert à la population? That is certainly our hope as we look forward to this citywide election this fall. The current city administration in New Orleans recently announced something called Equity NOLA, which is our plan to increase equity in our city. We are in the southern United States. We have a deep and very troubled racial situation in our city. And so this is our hope to start to fix some of those problems. And one of the key focus areas in this equity plan is the city budget. We know from learning from other cities that have had participatory budgeting that this is a chance to hear from disenfranchised communities, and that is certainly our hope. One good thing about the budget game is that it allows people to give input on the entire budget, as opposed to sometimes very small percentages. But we think that even less than necessarily learning about the budget, but the actual experience of participating in the development of programs, working with your neighbors. We also, as we touched on earlier, have a lot of gentrification in our city, and so bringing together some of these new residents and our older community to talk about the needs in the community would be incredibly powerful. And I think the most important thing for us would be for residents to vote on something and then see it happen. Because we live in a city that that disenfranchisement is so deep, because too often projects are planned or promises are made and not followed through on. And so for us, we think that really seeing the cause and effect relationship of participatory budgeting would be incredibly valuable. And that is certainly where we hope that we will go next. Donc, au fond, ce que vous dites, c'est un des effets majeurs de ce processus où des populations qui d'habitude n'étaient jamais impliquées dans ce genre de réflexion, c'est la construction de liens sociaux, finalement. C'est ça que ça finit par donner. Diriez-vous, Monsieur Langelier, que c'est quelque chose qui est transversal aux différents pays qui ont initié des processus de ce genre-là? Ça doit être un peu toujours... La construction de liens sociaux? Sociaux, oui, autour de... Oui, je pense que oui. Oui, tout à fait. Bon, je parle une fois de plus de Porto Alegre, même si ça a été difficile au cours des dernières années, mais oui, la construction de liens sociaux a été très, très importante. Même donc à l'intérieur des forums, il y avait des processus intéressants où il y avait une multitude d'associations
Et les associations ont des forces différentes, hein. Il y en a qui ont des grandes capacités mobilisatrices, d'autres beaucoup moins. Et dans la région Centro, ils avaient réussi à créer ce qu'ils appelaient l'Unidade do Centro, c'est comme donc l'union du centre. Donc les associations entre elles négociaient les enveloppes budgétaires qui étaient allouées au logement. On disait vous avez quand même vous avez moins de force mobilisatrice, mais on considère quand même votre participation au budget participatif. Donc on distribuait, on octroyait les unités d'habitation de façon quand même équitable entre les groupes. Donc, il y avait quand même une certaine unité grâce à cet espace public qui avait été ouvert, qui pouvait se créer. Alors, en terminant sur Porto Alegre, vous vouliez nous parler des résistances aujourd'hui. Moi, je vais vous entendre très rapidement en conclusion, tous les trois, sur, à votre avis, quelle est la suite des budgets participatifs dans vos pays? Est-ce que ils sont là vraiment pour durer ou est-ce qu'ils sont toujours fragilisés? Alors, allez-y, Monsieur Langelier. Là, le Brésil, en ce moment, est en crise politique, là, comme Anne l'avait mentionné. Est-ce que les budgets participatifs sont là pour toujours? Donc, Porto Alegre montre un peu le contraire. Je pense qu'il y a différentes faiblesses à l'intérieur du processus qui existait. Le budget participatif était là de facto, mais sur le plan législatif, n'existait pas. Il faudrait que ça soit inscrit dans des lois? Je pense que oui, il faut commencer à réfléchir comment est-ce que notre système juridique démocratique est construit sur le plan du droit et d'insérer ça de façon beaucoup plus forte sur le plan légal. Puis également, un autre élément, peut-être des fois, il faut, comme on dit en anglais, en traduisant, penser à l'extérieur de la boîte. Est-ce que les budgets participatifs est un processus extrêmement intéressant, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'impliquer la population? Je pense que c'est une des façons qui a montré beaucoup de preuves, mais est-ce qu'on ne peut pas créer des chambres citoyennes, un genre de Sénat citoyen? Des assemblées citoyennes. Qui fait un contrepoids et qui est reconnu légalement. Donc, il fait un contrepoids à la Chambre des représentants qui sont là aux 4 ans par du tirage au sort ou par d'autres modes de sélection. Je pense qu'il faut commencer à sortir un petit peu de ce carcan-là et à réfléchir à d'autres manières que je pense qu'on va entendre cette semaine là, avec d'autres panélistes. Je suis sûre. Madame Foster, qu'est-ce que vous diriez quant à l'avenir du budget participatif et de peut-être ses limites? Sure. For us, one of the limits that we've found with the site is that we live in a city that is very poor. We have very inequitable social systems. So only a third of New Orleanians have internet access at home. Imagine. We have our Latino population has increased 5 times over since Hurricane Katrina. So we have many new neighbors who do not speak English. And our functional literacy rate is one of the lowest in the United States. It hasn't been counted since before the storm, but at that time it was around 50% in adults. Votre site n'est pas traduit? Votre site est uniquement en anglais? Only in English? And also in Spanish. And also in Spanish, yes. okay. Those are our 2 largest languages in New Orleans. Most of our French population lives outside of the city. We also have a very large Vietnamese population, but typically when we engage with those people, we do it in person, which is also how we are trying to solve some of the equity challenges of the website. We often go and take a computer or a tablet to grocery stores or to a community festival or libraries, and we sit down with people, older people who don't use technology, people with literacy or language barriers, and it is much more conversational than a technological game. And I would say as far as, so in our first year with the game, 77% of our players had never interacted in the budget process before, which is for us one of the biggest findings in our first year. We see that we've found a way to make this approachable and easy to understand for people who have never been a part of this process before. And that's very, very exciting to us, despite the incredible amount of in-person work that it takes to make sure that the results we get are equitable, because our data is only as good as the diversity and the number of people who play. Exactement. Ouais.
Madame Bloch, alors, votre évaluation en 1 minute sur la suite des choses? Yo pienso que tiende a aumentar en Argentina el presupuesto participativo. O sea, la gente tiende a valorar más ese espacio de participación. Es cierto lo que decía el compañero, que no hay legislativamente una cobertura como en otros países. En Perú, por ejemplo, hay una ley nacional de presupuesto participativo, en República Dominicana también. En Argentina hay ordenanzas municipales que definen que se va a realizar ese mecanismo, que legitima ese mecanismo, pero que puede no ser permanente, digamos, no garantiza estabilidad, o en las cartas orgánicas provinciales, pero no hay una ley nacional de presupuesto participativo. De todas maneras, independientemente de la ley, sí, me parece que dos procesos. Uno que tiende a aumentar en ciudades más pequeñas, como señalaba al inicio, y otra que me parece que quizás es motivo de debate, tiende a segmentar la población. Por ejemplo, a crecer el presupuesto participativo joven. Incluso hay ciudades que plantean un presupuesto participativo exclusivamente para adultos mayores. Hoy hay presupuesto participativo en las universidades. En 3 universidades del país manejan parte de su presupuesto con la mecánica del presupuesto participativo también. O sea, tiende a expandirse incluso en ámbitos por fuera del municipio. Lo cual me parece un proceso interesante, porque son otras modalidades que hay que generar, ¿no? Et ça va dans le sens de ce que Mme Latendresse disait ce matin, justement. Écoutez, Mesdames, Messieurs, j'avais rêvé de vous faire entrer dans la discussion, mais comme on avait pris un peu de retard ce matin, ça a été impossible. Je pense que notre trio s'est bien défendu et que nous allons les applaudir. Monsieur Langelier, Madame Foster, Madame Bloch, merci beaucoup pour cette discussion avec nous. Monsieur Doré donne des pots de vin. Alors, avant, je veux vous donner quelques petites informations. Vous aurez une pause de 10 minutes. Après la pause, vous avez le choix entre 3 activités différentes. Vous savez que vous n'êtes pas inscrit à vos ateliers. Il faut choisir, mais il ne faut pas tarder pour choisir. Donc, vous aurez un partage d'expérience sur les budgets participatifs au Mozambique dans cette même salle et il y aura l'interprétation simultanée. Il y a un atelier participatif sur les liens entre les arts, appartenance, démocratie et participation dans la salle 35-60 et il y a une conférence sur l'utilisation du numérique dans les processus de participation dans la salle 36-20. Alors, ici, dans cette salle, toute la journée, il y a toujours le service des interprètes en simultané. Vous pouvez entrer dans vos lieux d'atelier ou autres avec vos cafés, mais demain, ce ne sera pas possible quand on sera de l'autre côté dans le grand amphithéâtre. Le lunch sera ici cet après-midi. Et je vous prépare déjà, la pluie a cessé. La pluie a cessé? La pluie n'a pas cessé. A cessé, a cessé. La Miss Météo de 6h25 disait qu'à midi, c'était terminé. Alors, il y a plusieurs personnes qui se sont inscrites à une visite de Montréal cet après-midi qui débute à 13h. Alors, les personnes inscrites devront se rendre au 200 Sherbrooke dans les marches, ce qu'au Québec on appelle le perron, à 13h pile. Est-ce que Joshua Wolf est ici? Joshua, êtes-vous là? Non. Est-ce que Joseph Chindakenfo, le beau Joseph est là? Alors Joseph, cet après-midi, sera avec Joshua, qui est un de nos collègues commissaires, votre guide à travers Montréal. Alors voilà, vous avez une petite pause, choisissez vos ateliers et bon atelier. On se retrouve à l'heure du lunch. Merci aux gens qui nous suivent sur le web ou sur Facebook.